Bonjour, je suis Philippe Nicolas. Je vous adresse ce message. J'aurais vraiment souhaité être avec vous et ça n'est pas possible, malheureusement. Je me suis un peu extrait de la maison pour vous laisser ce message. Alors, je suis enseignant, professeur des écoles au pied de grands ensembles urbains. Je suis aussi chercheur et fondateur de cette association, l'école face aux plus grands défis du XXIe siècle, Cap au Nord. Cette association a bientôt 6 ans d'existence et elle a pour objectif de se reconnecter avec le vivant, d'apprendre à vivre ensemble, d'être plutôt sur des modalités de coopération plutôt que de compétition. Et puis le troisième axe, et qui est très important et qui nous réunit tous, c'est que tous nos jeunes soient aguerris à la démarche expérimentale et être à même d'être des apprentis chercheurs. Donc vous voyez, il y a 3 axes. Ces 3 axes participent d'une vision globale ou intégrale et qui participent d'un enracinement dynamique. Chaque jeune ambassadeur, ambassadrice vit cet enracinement dynamique au gré des événements, des rencontres, des projections de films et principalement lors des expéditions Cap au Nord. Vous allez voir après cette courte vidéo le teaser annonciateur du film de Stéphane Caz qui vous donnera à voir précisément cet enracinement joyeux, cet enracinement dynamique. S'enraciner, c'est trouver le substrat, le terreau pour justement construire sa vie sur des valeurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'ordre mondial autour des valeurs est vraiment perturbé et il semblerait qu'il y ait une réelle perte de valeur. En Cap au Nord, on insiste vraiment sur la valeur d'amitié, la valeur d'engagement, la valeur de respect, la valeur de responsabilité à l'égard de toutes les formes de vie. Alors comment ne pas aussi encourager, féliciter Maëlle et Clémence qui ont donné un surcroît d'énergie pour organiser cette rencontre sous l'égide de Cap au Nord. Donc je tiens à les féliciter tous les deux, au même titre que tous les jeunes ambassadeurs, ambassadrices Cap au Nord. Et puis sur cette journée, 3 intervenants magnifiques, hein, Paul Tréguer, Colomban de Vargas et Yolène de la Vigne, que je remercie, que j'ai pu avoir par email et par échange téléphonique. Et donc je suis vraiment voilà, un peu triste de ne pas être avec vous, mais ce n'est que partie remise. Alors cette journée, elle va comporter 4 temps très importants. Un premier temps d'envoi, de lancement, avec une prise de parole des jeunes présents, Maëlle, Clémence, Naïm très probablement. Un temps où Paul Tréguer va répondre aux questions de Clémence et de Maëlle. Une pause importante pour aller se dégourdir les jambes et peut-être boire et manger une crêpe ou un morceau de 4 quarts. Le troisième temps sera le temps de rencontre avec Colomban de Vargas autour eh bien, de l'océan et principalement du plancton, avec des questions posées par Maëlle. Le temps suivant sera le temps autour de l'intelligence animale auprès de Yolène de la Vigne. Et puis l'ultime temps sera cette table ronde extrêmement importante qui fera le lien entre éducation et écologie et en quoi finalement toutes ces paroles, ces intervenants, quel message au monde de l'éducation, au monde aussi social, quel message et quelles paroles nos intervenants vont donner au terme de cette journée qui s'annonce magnifique. Alors écoutez, merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Et puis si vous êtes emballés, enthousiasmés par cette aventure humaine et scientifique qui est Cap au Nord, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maëlle, de Clémence, de Stéphane, de Sophie, de Jessica, de Nassim. Et puis merci de vos encouragements, et puis peut-être merci pour des soutiens à venir. Voilà, et je vous dis à la prochaine.
Juste avant que Maëlle vous présente un peu ce qu'on a fait, etc., l'expédition qu'on a vécue donc, au Groenland cet été, on voulait juste vous expliquer un peu le contexte. Nous, ça fait 1 an qu'on travaille sur cet événement. On a créé un document qu'on a envoyé à la bourse d'engagement des jeunes de la région Bretagne. Et du coup, on souhaitait les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas pu réaliser cet événement. Puis toi, Maëlle... Ah oui, et aussi à la mairie de Rennes, que j'ai contacté, parce que sans eux aussi, on n'aurait pas pu faire l'événement. Nous étions 15 jeunes âgés de 11 à 17 ans et nous sommes partis cet été pendant 2 semaines au Groenland. Pour réduire nos empreintes carbone, nous avons pris le car de Paris jusqu'à Copenhague, la capitale du Danemark, puis un premier avion de Copenhague à Kangerlussuaq et un deuxième avion de Kangerlussuaq à Ilulissat, la 3e plus grande ville du Groenland avec 4600 habitants. Le Groenland fait 4 fois la superficie de la France pour 55 000 habitants. Nous sommes restés 4 jours à Ilulissat pour préparer le matériel scientifique pour Sakak et on est allé visiter le fjord d'Ilulissat où il y a un glacier qui recule le plus vite et vèle le plus d'icebergs de l'hémisphère nord. Pour partir pendant 1 semaine à Sakak, on était répartis en 3 bateaux. Le premier est arrivé avec plus d'1 heure et demie de retard parce que il y avait trop de vent et les vagues étaient grosses. Et les 2 bateaux ont fait demi-tour. On a demandé à l'entreprise qui avait les ferries si on pouvait repartir et ils nous ont répondu Imaka. En groenlandais, ça veut dire peut-être. Parce que là-bas, on dit pas oui, on dit peut-être. Tout dépend de la météo. Nous y sommes quand même allés à Sakak le lendemain et quand on arrivait sur le ponton, il y avait des phoques morts dans l'eau. Parce que vu que l'eau est froide, l'eau, c'est comme un réfrigérateur pour phoques. Du coup, là, sur l'image à gauche, c'est Sakak. Et sur l'image à droite, c'est le campement de base. Le camp de base. On a été répartis en petits groupes pour faire des missions scientifiques, comme l'océanographie, la biologie marine, la bioacoustique, la glaciologie et l'anthropologie. Nous avons fait la plupart des expériences en kayak avec le guide polaire Eric Sazal, en jaune tout à gauche. Et on a étudié les icebergs avec le glaciologue Luc Moreau, qui est là et qui nous parle. Nous avons créé des liens avec les Inuits, surtout en jouant au foot et en faisant du kayak. Et ce qui était marrant, c'est que eux n'avaient jamais fait de kayak de leur vie et que c'était eux qui avaient inventé ce sport. Au bout d'un moment, nous étions choqués parce qu'il y avait des Canadiens, géologues et des Danois et des militaires armés danois qui étaient venus pour voir s'il y avait des minéraux, enfin de la roche. Oui, comme de minéraux. Et on a peur que dans quelques années, ce village n'existe plus car il y a une mine. Parce qu'une mine se sera faite. Voilà. Après, nous sommes restés 3 jours à Ilulissat et nous avons fait la synthèse de l'expédition. Ah, voilà. Donc là, on va vous montrer le teaser qui va être fait par le cinéaste de l'association, qui est Stéphane Casse, qui est là, qui nous filme. Et là, du coup, on va vous montrer le teaser. La nature sauvage incarne pour moi vraiment le réel. Et ce réel qui est extrêmement beau, eh bien, va chercher en nous une capacité à révéler le meilleur de nous.
ce retour à la nature, c'est, me semble-t-il, l'école par excellence. Parce que ce fjord, il a à peu près 1 km, 1 km 200 de profondeur. Et le glacier, il est à 40 km. Moi, aujourd'hui, en tant que pédagogue, je m'efforce que chacun des jeunes inscrive son histoire personnelle dans la grande histoire du monde à la lumière des sciences. L'enseignement, c'est pas simplement la voix d'un maître et d'une maîtresse, c'est aussi la vie qui nous enseigne. On va faire cette fameuse procédure habituelle. Vous allez me donner vos cartes SIM pour qu'on puisse vraiment déconnecter complètement. Venir au Groenland sans faire du kayak, pour moi ça n'a pas trop de sens. En constellation de l'anthropologie, on va avoir la biologie marine, la bioacoustique, la glaciologie, l'océanographie, la météorologie. Mais c'est bien en constellation d'une manière d'entrer en relation avec la culture et le territoire. Est-ce que c'est changé bien? C'est bon. D'après vous, à quoi voit-on qu'un glacier est passé par là? Oh putain, il est énorme! Quel est le sens d'une vie complètement coupée de ce sentiment d'appartenance au vivant? Et à contrario, au moment où on se reconnecte, on en voit les effets immenses de joie, d'énergie, de revitalisation de nos jeunes. On a à méditer, à comprendre comment nous assurer cet avenir du monde sans l'impacter. Et il est de surcroît fondamental de ne pas se tromper de pédagogie avec nos enfants. On ne va pas au paradis en mourant, on va au paradis en naissant. Alors déjà, sachez que de voir le teaser, pour nous, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Et moi, je trouve ça émouvant de revoir tout ce qu'on a vécu. Je sais pas si vous m'entendez bien. Mais... Et maintenant, il faut que... j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'on s'est vraiment préparé pendant plus d'1 an, tous ensemble. On est passé de 23 jeunes à 15 jeunes à partir. Et on a tous recherché des partenaires, des sponsors et des financements pour pouvoir nous rendre au Groenland. Donc avec Maëlle, on a contacté la bourse d'engagement des jeunes, on a fait donc tout le dossier et on voulait remercier tous ces sponsors déjà de nous avoir fait confiance. Et ensuite, moi j'ai contacté pas mal d'autres entreprises à côté et j'ai reçu 131 boîtes de pâté ENAF bio et local pour pouvoir partir pour le voyage. J'ai aussi reçu des financements de l'entreprise 19 et de Sol Eco. Et voilà, donc en fait, on s'est tous engagés au-delà des sciences. On s'est même engagés, on a appris plein de choses autres que juste l'expérience qui était déjà incroyable. Du coup, la préparation, il faut que vous sachiez que ça passe aussi par le physique, les conditions de froid et de dormir en tente. Du coup, en octobre 2023, on est parti dans le Kera, pendant 1 semaine dans le sud des Alpes. Et c'est là qu'on a rencontré pour la première fois, donc ça c'est le Kera, et on a rencontré pour la première fois Luc Moreau, qui est un glaciologue et qui nous a accompagnés au Groenland. Il nous a parlé des glaciers, de la mer de glace, des Chamonix et de plein de choses passionnantes. Il avait même ramené un bout de glacier, du glacier d'Argentière, qui était juste à côté là, à ce moment-là. Donc on était tous sous la tente et on écoutait. Il faisait froid, on avait un petit poêle à côté, on avait un petit peu de chaleur. Et on écoutait avec passion ce que nous racontait Luc. C'est là que j'ai su que j'aimais ça, la glaciologie. J'ai découvert un univers passionnant. Mais en fait, il faut revenir quelques années plus tôt, quand j'ai passé 6 mois en Allemagne pour un échange linguistique. En cours de géographie, on avait étudié les glaciers. En France, j'en avais jamais entendu parler. Je connaissais pas vraiment. Je savais pas que l'Europe avait à ce point été recouverte de glace. Malgré le fait que je comprenais pas tout, parce que c'était en allemand, ça m'avait beaucoup plu. Alors au Groenland, j'étais très heureuse d'échanger avec Luc, qui est un vrai puits de savoir.
Pour vous raconter ce qu'on a appris sur place, je vais commencer par vous raconter notre randonnée vers le glacier de Sakak, qui est juste là. Le matin, on a participé à une visioconférence avec les parents, et après, vers 11h, on a pu partir. Et vers 13h, on avait déjà bien avancé, du coup, on a fait une pause pour manger. Mais en fait, le trajet pour aller de notre camp de base jusqu'au glacier, c'était à peu près une trentaine de kilomètres aller-retour. Et ça prenait donc du temps parce que c'était des collines. Les collines groenlandaises, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer ici. Parce que le chemin, il n'y en a pas. Et c'est nous qui le créons au fil de nos pas. Des fois, on devait traverser des zones humides, des rivières. Il fallait alors laisser des pierres, qu'on appelle des petits cairns, donc on empilait des petites pierres pour savoir par où retraverser la rivière au retour. Et une fois arrivé au glacier, Maël a sorti le drone. Donc là, on voit qu'il est avec le drone, et le glacier est juste derrière. Et on a pu mesurer le recul du glacier. Après, Luc nous a aussi parlé, à chaque fois qu'on s'arrêtait, il nous expliquait plein de choses sur la glaciologie. Et on a appris que les périodes glaciaires et les périodes chaudes sont dues au cycle cosmique. Mais alors, est-ce que c'est normal que le monde se réchauffe ? En fait, non, c'est pas normal. Parce que déjà, les planètes, donc Jupiter et Saturne, elles sont alignées que tous les 100 000 ans. Et aujourd'hui, en gros, pour faire simple, la Terre elle tourne différemment par l'attraction de Saturne et Jupiter. Et donc elle va tourner en ovale, en œuf, comme au lieu de tourner en rond. Et donc l'été, la neige, elle ne fond pas. Donc du coup déjà il y a ça. Et ensuite, aujourd'hui, les taux de méthane et de CO2 sont environ 8 fois plus élevés que lors des périodes chaudes. Vous imaginez ? 8 fois plus que le maximum qu'on atteignait normalement. Mais en fait, d'ailleurs, c'est quoi un glacier ? Un glacier, c'est une accumulation de neige, de couches de neige sur des milliers d'années, qui est tellement compacte qu'elle forme de la glace. Lors des dernières périodes glaciaires, il y avait de la glace partout dans le fjord où on était. Et je trouve que c'est assez impressionnant de se l'imaginer. On ne peut pas se dire qu'on aurait 15 mètres de glace au-dessus de nous, c'est pas possible de se l'imaginer comme ça. À la dernière ère glaciaire, il y a 15 000 ans, le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Et on pouvait aller de la France à l'Angleterre à pied. Donc il faut bien faire la différence entre un glacier qui repose sur des roches et un iceberg qui est un bloc de glace qui s'est détaché d'un glacier et qui flotte. Sachant que 90% à 80-90% d'un iceberg est sous l'eau. C'était intéressant parce que lors de l'expédition, on s'est rendu compte des liens entre les domaines scientifiques. Par exemple, on a réfléchi à l'impact de l'eau douce de fonte des icebergs sur les courants marins. Et on s'est rendu compte que le Gulf Stream, il allait peut-être être affecté par la fonte des glaciers via un changement de pH, de salinité. Mais Luc nous a expliqué que le réchauffement est tellement fort qu'on ne sentirait pas la différence, on ne sentirait pas le changement. Par la suite, dans le livre de Paul Tréguer, que vous allez rencontrer dans quelques instants, j'ai appris que la température modérée de l'Europe, elle ne dépend pas uniquement du Gulf Stream, mais également des forts vents d'ouest qui viennent de la mer et qui réchauffent nos côtes, et ça s'appelle le jet stream. Les glaciers, ils sont importants pour se souvenir, découvrir les climats passés, et revenir dans le temps grâce à des carottages de glace. Donc on fait des grands trous dans la glace, et on récupère des bouts de glace, et on les étudie dans des laboratoires. On peut également savoir l'origine et l'histoire des roches. Parce que lorsqu'ils se déplacent, ils transportent des roches et des sédiments dans leur glace, et les déposent un peu plus loin. Ils créent également de l'érosion par le frottement, et on peut aujourd'hui voir où un glacier est passé. On a vu ce qu'on appelle des crescenti gouges. Donc ça, c'est, on dirait en français, des coups de gouge, des coups de gouge liés à l'érosion. Donc en fait, une pierre, une roche qui va se coincer, par exemple, elle va tomber du pan d'une montagne, elle va tomber sur le glacier, après elle va être recouverte de couches de neige, et donc de couches de glace. Elle va avancer avec le glacier, parce que chaque glacier est en mouvement et avance dans les collines. Et donc, si une roche se retrouve en dessous et qu'elle est au contact de la roche qui fait par exemple les montagnes, elle va racler les roches du sol et ça va faire des crescenti gouges. Donc on voit des petits traits sur la roche. À première apparence, on dirait des raclements qui sont liés aux machines humaines, alors qu'en fait c'est tout à fait naturel.
À Ilulissat, au premier fjord où on a fait notre randonnée, on voyait pas le glacier. Les icebergs qui mettent 1 an environ à arriver jusqu'au bout du fjord pour flotter en eau libre sur la mer, en fait, ils font 1 an, ils prennent 1 an pour faire 40 km, parce que le fjord, il fait 40 km pour arriver jusqu'au glacier, entre la mer et le glacier. Et j'ai perdu l'endroit où j'étais. Au bout du fjord, il y a une moraine. Et donc, c'est un amas de cailloux qui, à cet endroit-là, est sous-marin et qui bloque les icebergs et les façonne. Donc, les icebergs, ils arrivent, vu qu'ils sont tellement profonds, enfin, ils arrivent en fait, ils ont 90% qui sont dessous, qui sont sous-marins. Donc, ils arrivent, ils se cognent à la moraine et petit à petit, ils se retournent, ils se cassent et ils avancent ensuite pour aller en eau libre sur la mer. Et ils se déplacent après au gré des vents et des courants. Le glacier d'Ilulissat, il recule de 2 mètres par heure, alors qu'il y a 10 ans encore, son recul c'était de 1 mètre par heure. Donc on voit bien que là, il y a un problème, c'est-à-dire que ça a doublé en 10 ans à cause du changement climatique. Le truc, c'est que plus la glace fond, plus les rochers sont visibles, alors les surfaces sont plus sombres et assimilent au lieu de réverbérer les rayons du soleil. Et ensuite, tout s'accélère. La chaleur accumulée fait fondre les glaces et ressortir les roches et ainsi de suite. Ce cercle vicieux, ça s'appelle l'effet albédo. L'effet albédo, c'est si moi j'ai un t-shirt blanc, j'aurai moins chaud que si j'ai un t-shirt noir. Ou alors si votre maison est construite avec de la roche noire ou est peinte en noir, elle absorbera plus la chaleur qu'une maison peinte en blanche. Donc l'absorption, c'est l'absorption en fait de l'énergie du soleil en fonction de la couleur du sol ou de la chose. À côté de ça, il y a le permafrost, le sol glacé qui fond aujourd'hui à une vitesse effroyable. Autour d'Ilulissat, il y a un groupe de chercheurs qui avait installé un outil de mesure participatif pour calculer sa fonte. Moi, j'ai testé en mettant le bâton dans le sol et j'ai senti de la résistance de la glace, profond sous la terre. Et ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, le fait que ça fonde, les maisons, elles cassent parce que le sol est trop mou et il est plus assez dur pour les soutenir. Donc il y a des routes qui s'affaissent, qui deviennent complètement vallonnées, où il y a plein de choses qui se passent et qui sont problématiques dans la vie quotidienne des Groenlandais. Et donc les glaciers qui fondent, en fait, plus les glaciers fondent, plus la Terre se réchauffe, et plus la Terre se réchauffe, plus les glaciers fondent. Et les glaciers, normalement, ça stabilise le climat, et du coup, ça peut aussi venir à l'emballement du climat si plus un glacier fond, plus la Terre chauffe, et ainsi de suite. Et pour finir de vous parler de la glace, je vais vous expliquer pourquoi, au-delà du patrimoine, il nous est important d'avoir des glaciers sur Terre. Premièrement, ce sont les réserves d'eau douce de notre planète. Ils permettent de réguler le climat et la température du globe. Est-ce que vous saviez que d'ici à 2100, le Rhône pourrait perdre 25% de son débit? Et même pour nous, aujourd'hui, ça pourrait nous affecter. Parce que les glaciers qui sont dans les Alpes, à force qu'ils fondent et qu'il y en ait, il n'y a plus assez de glace, donc ça fait plus le même débit, et on n'aura plus les rivières qu'on a normalement. Il y aura des rivières qui disparaîtront l'été. On voit bien en ce moment qu'il y a eu une année, ici en Bretagne, on a eu beaucoup trop de pluie, mais l'année prochaine, ça pourrait être une canicule. Et en fait, c'est ça en fait le changement climatique. C'est un changement on voit qu'il n'y a plus vraiment de saison, quoi. Bon, le but, c'est pas de déprimer, mais c'est d'agir ensemble pour réinventer le monde dans lequel on veut vivre. Via des petites actions. Et juste avant de laisser la main à Naïm pour qu'il parle d'océanographie et de biologie marine, je vais vous montrer un time-lapse qu'on a réalisé quand on était au Groenland, à Sakak. Du coup, ce que vous voyez là, c'est les icebergs qui sont dans la baie où nous, on avait le camp de base. Et on voit que les nuits déjà sont plus régulières, plus fréquentes au fur et à mesure du temps où nous, on était là. Et en fait, on voit que les icebergs se déplacent très très vite et nous, on ne le voit pas. Enfin, si on se réveille le matin, on se rend compte qu'il y a une différence de paysage par rapport au jour d'avant, mais voilà. Du coup, Maëlle, tu veux faire la partie anthropologie ? Vas-y. Donc là, moi, je vais faire la partie anthropologie. Ça veut dire
on a interviewé des habitants pour voir comment le monde était un peu avant, il y a quelques années. Du coup, on a surtout interviewé des Danois parce que les Inuits, il y a souvent beaucoup de pêcheurs et ils parlent pas anglais et que les Danois, il y en a qui parlent anglais. On s'est aussi focalisé que sur des discussions sur le réchauffement climatique. Par exemple, ils nous ont dit que il y a beaucoup de gens nous ont dit que les icebergs étaient 2 fois plus grands dans leur jeunesse et que nous, on a vu des icebergs de 30-40 mètres, sachant qu'il y a 80-90% en dessous de l'eau, comme a dit Clémence. Pour nous, c'est immense, mais pour eux, ça va, parce qu'ils étaient habitués avant à en voir plus. Ils nous ont aussi dit que le permafrost, du coup, cette glace que nous a parlé Clémence, qui n'est pas censée fondre, et qui s'est fait il y a des millions d'années, les Inuits ont construit leur maison là-dessus, et maintenant qu'elles font, ça démolit des routes ou des maisons. Et deuxième problème, c'est que tu as des animaux et des plantes qui ont bourré là-dedans, et quand ça fond, il y a du méthane, c'est un gros gaz à effet de serre qui part en fait des endroits où il y avait des plantes et des animaux qui ont pourri. Pareil, la banquise, en été, elle a complètement disparu. Avant, les petits villages étaient joignables en chien de traîneau. Maintenant, il faut prendre le bateau pour aller d'un village à un autre. Aussi, avant, il y avait de grosses pluies. Non. Maintenant, il y a de grosses pluies et qu'avant, il n'y avait que de la bruine. La navigation était parfois compliquée parce qu'il y a des... Quand l'iceberg casse, maintenant, il se casse en gros morceaux, mais il y a aussi des petits morceaux. Et quand on navigue, on est obligé de ralentir, sinon le bateau, on peut abîmer la coque. Et aussi, avant, il y avait d'énormes blocs de glace où quand ça craquait ou qu'il se retenait, il y avait des tsunamis, des fois qui rasaient des villages. Et maintenant, vu que les icebergs sont plus petits, il n'y a plus ces tsunamis. C'est des petites vagues. Assez grosses quand même. Bonjour, du coup moi c'est Naïm et je vais présenter la partie biologie marine et océanographie. Alors c'était pas prévu que je commence par ça, mais je peux commencer par ça. Alors ça c'était le matériel scientifique qu'on avait au Groenland. Du coup on avait un drone sous-marin, un drone aérien et un bateau multifonction. Alors le bateau multifonction il servait à enregistrer des sons, avoir la salinité de l'eau et la température. Il avait une GoPro sous-marine et une GoPro extérieure. Le drone aérien, c'est pour faire de la photogrammétrie. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Et le drone sous-marin, c'est pour voir s'il y avait d'éventuels cétacés ou le dessous des icebergs. Alors, la synthèse en océanographie. Alors là, on peut voir une vidéo d'une expérience qui montre que les océans s'acidifient. C'est très simple, en fait, on va souffler dans une paille et le pH va directement augmenter en 30 secondes. Encore 8, 7, 7,96, 7,80. Oh, j'avais plus d'air. Ça change de... Alors là, du coup, on voit que c'est pourquoi les océans s'acidifient, et ben c'est à cause du CO2. Et aussi, à cause du coup de l'acidification des océans, et ben après, il peut y avoir des malformations sur les animaux marins, comme l'oursin. On a fait aussi une autre expérience très simple, mais aussi très explicative. Tu peux mettre la petite, s'il te plaît ? Voilà.
où là on voit que les courants froids descendent, c'est-à-dire que là c'était de l'eau un peu chaude, tempérée, et le glaçon, il y avait un colorant dedans, et on voit que le colorant va vers le bas. C'est-à-dire que les courants froids descendent et que les courants chauds restent plus vers le haut, tout comme l'eau douce. Voilà. En biologie marine, alors on a eu la chance aussi d'avoir vu de la côte une baleine, et grâce à Anna, la personne qu'on avait vue dans la première expérience, la fille qu'on avait vue dans la première expérience, elle avait des connaissances un peu sur les baleines, et du coup on a vu que sur la queue il y avait des taches blanches. Du coup on a émis l'hypothèse que c'était une baleine à bosse qu'on avait vue du coup depuis le camp de base. On a vu une photo avant. On a aussi fait du coup des prélèvements d'eau sur Sakak. Sur Sakak, on a fait des prélèvements d'eau et de glace. Et on a fait un prélèvement d'eau dans le port, un prélèvement d'eau à côté des icebergs. Et on a pu voir que le pH n'était pas du tout le même dans le port et à côté de l'iceberg. Parce qu'en fait, l'iceberg, c'est de l'eau douce. Et du coup, non plus, la salinité, elle est totalement différente. Voilà. Tu peux mettre la photogrammétrie, s'il te plaît. Grâce au drone aérien, on a pu faire de la photogrammétrie. C'est-à-dire, la photogrammétrie, c'est une modélisation en 3D d'un objet fait grâce à des photos. Alors, il faut minimum 500 photos pour reproduire l'iceberg. Là, il nous a fallu minimum 500 photos. On va vous montrer le rendu après. Du coup, là, on avait 2 drones et en fait, on devait se coordonner pour prendre des photos différentes à chaque plan. Et sachant qu'il fallait que ça soit très organisé parce que la batterie d'un drone dure 30 minutes. La partie droite et Mathéo, il fait toute la partie de gauche. C'est-à-dire Je fais la partie de gauche. Regarde. Là, il y a la partie à droite, là, à gauche, où tu sais, il y a un trou dans l'iceberg. Tu vas au-dessus, tu prends plusieurs photos, tu essaies d'en faire plus. Attends, t'as combien de mètres d'altitude? Voilà, alors il y avait une équipe qui s'occupait en drone, et là, comme on voit sur le kayak, il y a une personne qui prend directement avec un appareil photo pour en avoir encore plus et avoir un meilleur rendu. Clémence, tu peux montrer le rendu juste? Ouais, Très bien. Là, on a fait tout autour. Ouais, bah là, je suis presque revenu au point où on s'était arrêté tout à l'heure. Hop, décalez-vous. Bien aussi, un mec. Voilà, alors pour la photogrammétrie, on était en partenariat avec le Saboteur Blanc. C'est un groupe de 3 personnes qui, voilà le rendu, qui justement ont remodélisé grâce à nos photos cet iceberg. Et en fait, c'est pour garder, leur projet c'est de garder une trace justement des icebergs tout en mettant dans un casque virtuel où après on peut voir
quand tu tournes la tête, tu vois un bout de l'iceberg et tu vois que peu à peu, ils font et ils s'effacent. Voilà. Et dernière chose, j'ai oublié de parler de la diatomée. Alors la diatomée, c'est une algue microscopique qui indique la qualité de l'eau et qu'on trouve dans les ruisseaux ou dans les rivières, sur des petites roches. Voilà, on en a pas vu au Groenland parce qu'il y avait un problème de microscope, mais on a pu en voir grâce à des échantillons d'eau dans le week-end qu'on a fait il y a quelques semaines à Luc-sur-Mer en Normandie. On a été à Paris justement mercredi et ils nous ont expliqué vraiment en détail leur projet et on a pu voir le rendu de nous ce qu'on avait fait au Groenland. Voilà. Du coup, on a pris un peu de retard, mais on va inviter Paul Tréguer et on va commencer à lui poser. Donc avec Maëlle, on a écrit pas mal de questions et donc voilà.